à tous, c'est le Morning. Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. On démarre cette édition par les grands titres. À la une de la presse régionale, c'est la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, la visite de François Hollande s'achève ce mardi. L'atmosphère est toujours aussi chaleureuse, mais le président français à Ramallah hier également a tenu à rééquilibrer. Qu'en dit la presse ce matin ? Oui, on l'a vu, François Hollande est l'ami des Israéliens, mais c'est également celui des Palestiniens. C'est en substance le message qu'a voulu faire passer le chef d'État français à Ramallah lors de sa courte visite hier dans les territoires palestiniens. Alors sur cette image, publiée ce matin par le quotidien pro-gouvernemental palestinien Al-Quds, le geste est hautement symbolique. Le président de la République s'apprête à déposer une gerbe de fleurs au mausolée de l'ancien Raïs Yasser Arafat, et le journal palestinien de titrer à Ramallah: Hollande a appelé à la création d'un État palestinien viable et indépendant. Alors après ces accolades en Israël, le président français a appelé du haut de la tribune de la Knesset à geler la construction en Cisjordanie, souligne le Maariv. Rien d'étonnant, estime de son côté le Israël Hayom. Dans une tribune intitulée d'un François à l'autre, Boaz Bismuth estime que le président de la République n'a fait qu'être fidèle à la politique étrangère de la France sur le conflit israélo-palestinien, une politique instaurée par l'ex-président François Mitterrand, un autre donc, lors de son discours historique à la Knesset. C'était en 1982. De quoi inspirer, vous le voyez, l'archiviste du journal qui, dans les colonnes, publie la photo du chic français. En note pape, François Mitterrand et le président israélien Chaim Herzog lèvent un verre à l'amitié franco-israélienne. C'était en octobre 1988. Alors France, Français, François, les trois sont à l'honneur dans ce billet d'humeur de Ben Dror Yemini ce matin dans le Maariv. Vive le François, écrit l'éditorialiste. Oui, vive le François, car François Hollande est un ami et les Israéliens devraient l'écouter lorsqu'il appelle à mettre fin à la colonisation. Nous avons suffisamment d'ennemis dans le monde pour ne pas écouter nos amis, et tous, de Merkel à Hollande, en passant par Obama, tous nous recommandent vivement de cesser de construire dans les territoires. Le quotidien de gauche Haaretz, lui, invite ses lecteurs ce matin à évaluer l'amitié franco-israélienne à sa juste valeur. Même si les croissants ont remplacé cette semaine les feuilletés orientaux à la présidence du Conseil israélien, écrit le journal, il faut tout de même relativiser l'importance de cette amitié renouvelée. Certes, la France est l'ami d'Israël, tout comme les François Hollande, mais ce n'est pas Paris qui offre une aide sécuritaire à Israël de plusieurs milliards de dollars. Non, ce n'est pas Paris qui oppose son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre Israël. Non, ce n'est pas Paris. Ce n'est pas Paris, c'est Washington. Et les négociations sur le nucléaire iranien reprendront demain à Genève entre l'Iran et les 5+1 en Israël. Les médias s'annoncent à l'imminence de la signature d'un accord. Oui, les journaux israéliens estiment qu'un accord avec l'Iran est tout proche, il est imminent. Il pourrait même être signé dès demain, selon le quotidien à grand tirage Yediot Ahronot. Il n'y a guère d'illusions, donc la question n'est pas de savoir s'il y aura un accord, mais quels en seront les contours, titre le quotidien à grand tirage, qui considère que le marché est un fait accompli, mais qu'Israël espère encore en influencer la teneur. Tout autre son de cloche chez nos confrères du Israël Hayom. Israël, nous dit le journal, va se battre jusqu'au dernier moment. C'est le titre donc en une du journal proche du pouvoir. Et pour l'éditorialiste vedette de ce journal, Dan Margalit, Israël n'a plus rien à perdre. Netanyahou va jouer cette semaine son va-tout et tenter de renverser la tendance pour torpiller un accord de compromis avec l'Iran. Avec le départ de François Hollande, c'est une première partie de semaine réussie qui s'achève pour Binyamin Netanyahou. La seconde, elle, risque d'être plus difficile. Le Premier ministre israélien s'envolera pour Moscou pour rencontrer Poutine. Et même s'il sait que la Russie n'a pas l'intention de freiner l'Iran dans sa course à la bombe, eh bien il tentera néanmoins de le convaincre en lui rappelant que l'Égypte sunnite, que Moscou tente de séduire, est elle aussi opposée à un Iran nucléaire. Voilà, un dossier que nous suivrons évidemment sur i24 News. Merci beaucoup, Cyril. Et on revient sur le temps fort politique de la visite de François Hollande en Israël. C'était évidemment ce discours très attendu à la Knesset hier en fin de journée. On en parle ce matin avec Nissim Zvili. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous étiez hier à la Knesset, mais également au dîner d'État qui a suivi. Le mot d'ordre, la convivialité ? Oui, je dirais que oui, il y a une très bonne ambiance. J'ai entendu, je crois, 7 ou 8 discours. Tous les discours étaient assez bien, c'était très équilibré, chacun essayait d'être plus responsable l'un que l'autre. Ils ont cherché un nouvel équilibre dans les relations entre la France et Israël. Mais ce que je ne comprends pas, c'est dans l'opinion publique israélienne, c'est la surprise. De quoi on est surpris?
les positions de la France dans sa politique internationale n'ont pas changé, au moins pendant la dernière décennie. C'est Chirac qui avait déjà décidé qu'il est contre la nucléarisation de l'Iran. Et ça a été toujours la politique de la France. Je me rappelle quand j'étais ambassadeur, c'était les positions de base de Chirac et de son ministre des Affaires étrangères, Dominique Villepin. Et que ça continuait. La France a été toujours, bien avant les États-Unis et les autres pays d'Europe, contre la nucléarisation de l'Iran. Il faut le savoir. Je me rappelle qu'au début, c'était les Allemands qui avaient hésité. Parce que c'était l'Allemagne qui avait des relations très proches avec l'Iran. 75% de l'énergie arrivait de l'Iran, du pétrole iranien. Et je me rappelle qu'il y a eu un débat au sein de l'Europe. Est-ce que vraiment c'est le rôle de l'Europe de jouer, de se mêler de cette décision du gouvernement iranien? Et on n'a pas été surpris aussi sur le sujet palestinien. Dites-vous sur les positions françaises. Il y a eu une surprise. Laquelle? Je crois que c'est la première fois qu'un président français, je crois, je ne suis pas sûr, a utilisé l'expression colonisation en parlant des territoires. Je me rappelle qu'une fois, je crois que c'était Dominique de Villepin qui l'a utilisé, et Sharon, il s'est révolté, il était Premier ministre. Il a dit, vous ne pouvez pas comparer l'Algérie française au territoire de la Cisjordanie. Voilà, le mot colonisation a peut-être choqué, mais pas de surprise sur les positions françaises qui sont restées somme toute classiques. La surprise peut-être hier à la Knesset, elle est venue de Binyamin Netanyahou qui a appelé Mahmoud Abbas à se rendre lui aussi à la Knesset à Jérusalem. Je vous propose, Nissim Vili, d'écouter à ce sujet le Premier ministre israélien. On en parle juste après. Ici même, j'ai répété à plusieurs reprises que je soutiens la solution de 2 États pour 2 peuples, et ce, dans le cadre d'une paix réelle et de la fin du conflit. Le tout accompagné d'accords sécuritaires fiables pour Israël. Ce ne sont pas tous les membres de ce Parlement qui soutiennent cette position, mais je suis sûr d'une chose, la majorité est unie. Mais pour que la paix soit réelle, elle doit être bilatérale. On ne peut pas demander aux Juifs de reconnaître l'État national palestinien sans demander aux Palestiniens de reconnaître l'État du peuple juif. Il y a quelques heures, vous avez rencontré Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Je l'appelle aujourd'hui. Sortons de l'impasse. Venez ici, au Parlement israélien, et moi, j'irai à Ramallah. C'est un effet de style, c'est une formule choc pour Binyamin Netanyahou, ou il y a là une sincérité? D'abord, j'espère qu'il est sincère. Mais deuxièmement, il est Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères, il sait très bien que pour arriver à la Knesset, c'est préparé des mois en avant par des négociations qui ont déjà abouti à un résultat quelconque. On n'invite pas un président de l'autorité palestinienne. Sadat n'est pas arrivé par miracle à la Knesset de Jérusalem. Il y avait déjà des décisions, il y avait déjà une préparation très profonde. Si vraiment on est en train on est bloqué dans les négociations, il n'y a aucune raison au monde d'amener Mahmoud Abbas. Non, l'inviter, on peut toujours. Je suis sûr que Mahmoud Abbas est déjà plusieurs fois à Jérusalem, il a rencontré tous les hommes politiques, mais quand le processus patauge sur place, il ne bouge pas. On est dans une impasse depuis quelques mois, on n'avance pas. Alors vraiment, on ne peut pas amener... Pourtant, il redit sans complexe que les Palestiniens doivent reconnaître ce lien historique qui existe entre le peuple juif et la terre d'Israël. Est-ce qu'il est allé trop loin pour convaincre François Hollande de sa bonne volonté? Non, je ne crois pas qu'il est allé trop loin. Je crois qu'il y a des préconditions que nous, on essaye d'éviter. Et quand on commence des négociations sur deux éléments, vous vous rappelez, la dernière fois, je crois qu'on s'est posé la question sur la présence militaire dans la vallée du Jourdain. C'est vraiment stupide de bloquer un processus sur cette présence militaire qui a aujourd'hui aucune signification. C'est rien. La reconnaissance de l'État juif comme principe peut bloquer des négociations. Ici, il a un point intéressant. Je crois qu'il faudra trouver une formule qui permettra de résoudre ce sujet, parce que je crois que c'est nécessaire que les Palestiniens et le monde arabe reconnaissent l'État d'Israël comme l'État du peuple. Et la France François Hollande ne l'a pas évoqué, ce principe, dans son discours. Sarkozy ne l'avait pas évoqué non plus. Je crois que ce n'est pas la seule chose que Hollande et Sarkozy n'ont pas évoqué.
Il y a encore, vous savez, maints éléments qu'on doit encore discuter. Mais je crois que ce qu'il manque, c'est vraiment une sincérité dans ce... Personne ne croit à ce processus. J'entends les ministres, j'écoute la droite, j'écoute les partis religieux, ils ne croient pas vraiment. On a le sentiment qu'on négocie sans y croire. Et quand on ne croit pas à quelque chose, quand on n'est pas capable de prendre des décisions historiques, quand tu es contre ton idéologie et ta croyance, c'est très difficile à avancer. Peut-être c'est des deux côtés. Je ne sais pas exactement quel est l'état d'esprit chez les Palestiniens. Mais ce que je ressens des relations qu'on a avec les Palestiniens, c'est qu'il y a une majorité croissante au sein des Palestiniens qui disent « Ok, nous on a la patience. On attend une génération, 2 générations. Et ça deviendra un État binational. » Et après, ce qu'on va demander, c'est le droit de vote. C'est une démocratie. On ne va pas demander un État palestinien. Et c'est ça le plus dangereux dans ce processus. Les Arabes ont toujours eu énormément de patience. Eux, ils croient à la terre, ils croient à la présence. Ils savent que pour les prochaines générations, pour les prochains siècles... Et ça, c'est une réelle menace pour Israël, c'est un réel danger. Une très grande menace. C'est ça le vrai danger. Alors François Hollande, qui était à Ramallah hier, a appelé les Palestiniens à un effort de réalisme dans ces négociations. Je vous propose qu'on l'écoute hier à la tribune de la Knesset sur la question. La position de la France est connue. C'est un règlement négocié pour que l'État d'Israël et l'État de Palestine, ayant tous deux Jérusalem pour capitale, puissent coexister en paix et en sécurité. 2 États pour 2 peuples. Tel est le constant message pour un règlement final. Mais un règlement final veut dire en terminer avec toutes les revendications. Vous avez vu les réactions ? Le visage de Benyamin Netanyahou ? Non, le visage de Lieberman et le visage de Uri Ariel. C'est ça le problème. C'est ça, ça veut dire il faut savoir qu'il y a une majorité dans ce gouvernement qui est contre la politique de Benyamin Netanyahou, même si lui, il est sincère. Il est minoritaire dans son parti et il est minoritaire dans ce gouvernement. Ça veut dire qu'il a des très grandes difficultés d'avancer. Mais il y a un sujet que, si vous me permettez, moi, j'aime pas cette euphorie. Vraiment, j'aime pas l'euphorie autour de la visite de François Hollande. Parce que moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est le jour après l'euphorie. On a une tendance chez nous, dans l'opinion publique, dans les hommes politiques, de faire des amis, de se faire des ennemis du jour au lendemain. Quand il y a un pays qui soutient une position israélienne, comme si la France l'a fait pour soutenir la position israélienne. Non, c'est l'intérêt, oui. C'est la politique de la France, c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de l'Europe. C'est un enthousiasme exagéré. On peut avoir des divergences. Et on ne peut pas traiter les États-Unis aujourd'hui comme on les traite. On ne peut pas le faire de cette façon ouvertement. Ce n'est pas un ami qui est aux côtés d'Israël aujourd'hui et demain il va disparaître. Les États-Unis n'ont pas disparu dans la période la plus difficile. Et la France nous a soutenus dans les périodes les plus difficiles. Et quand il y a eu des divergences, ils sont devenus nos ennemis. Maintenant, le secrétaire d'État Kerry, c'est devenu le grand ennemi de l'État d'Israël. Mais c'est stupide, ça. C'est pas une politique internationale. Ce n'est pas une position de l'opinion publique qui bouge d'un côté à l'autre. Est-ce qu'on peut renoncer vraiment à l'amitié et au soutien des États-Unis parce qu'ils ont une position différente de nous sur l'Iran? Et ils ont raison dans ce cas. Ça veut dire qu'ils ont raison parce qu'ils ont prouvé qu'on peut résoudre le plus grand danger pour l'État d'Israël du côté de la Syrie, c'était les armes chimiques. Ils sont arrivés à un accord qui vont neutraliser les armes chimiques en Syrie. Israël ne compte plus sur les États-Unis aujourd'hui pour le sauver de cette menace iranienne? Je crois qu'il y a une possibilité. Ça veut dire que Benyamin Netanyahou a raison de dire qu'il faut une preuve tangible de la communauté internationale, qu'elle est prête à une intervention militaire pour mettre suffisamment de pression sur l'Iran pour changer sa politique. Mais en fin de compte, le changement de politique en Iran est dû à sa situation économique et à la révolte presque de son peuple. La France va jouer un rôle demain dans ces pourparlers qui reprennent à Genève. Fort de cet enthousiasme israélien, la France va rester tenace? Elle va jouer un rôle, mais ce n'est pas elle qui va bloquer un deal. Elle ne va pas le faire. Elle ne va pas le faire. Je crois que François Hollande l'a dit très clairement, qu'on est pour un deal qui soit qu'on peut mieux le ressentir, qui soit plus sûr, soit plus sécurisé du côté de l'Iran. Mais je ne crois pas que la France a intérêt à bloquer un accord historique entre l'Iran
et les puissances mondiales. Alors, un mot de conclusion pour cette visite. Vous dites pas d'euphorie, on est dans la continuité, dans la pure tradition française? La France n'a pas changé ses positions traditionnelles. Non, pas du tout. Ça, c'est clair. Je le connaissais dans depuis le style longtemps. Non plus. Ça veut dire... Ah oui, le style, il n'était pas Hollande. C'était un style nouveau. Peut-être c'est à cause des problèmes qu'il a en France, alors il doit chercher quelque chose de plus chaleureux. Mais c'était vraiment un nouveau Hollande qui a reçu une carrure. Il fonctionne très bien au niveau international. Ses problèmes en France, c'est une autre chose. Pour sa cote de popularité au plus bas en France? Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que les Français vraiment s'intéressent à ce qui se passe aujourd'hui dans notre région. Je crois qu'ils s'intéressent beaucoup plus à leur avenir. Merci beaucoup Nissim Zvili d'avoir été avec nous ce matin. À suivre au 3e jour de cette visite présidentielle, l'accent sera mis aujourd'hui sur l'innovation, haute technologie, énergie verte, télécommunications. La France part aujourd'hui à la rencontre de la Silicon Valley israélienne. On en reparle juste après un nouveau journal. Restez avec nous.